Finalement, quand on entend Félix Mathieu, ce n'est pas l'apanage de la droite ou d'un parti politique, finalement, le protectionnisme. Oui, aujourd'hui, en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est très frappant, c'est que beaucoup de candidats reprennent les idées que j'avais exprimées, et avant moi d'ailleurs qu'avait exprimé Bernard Cassen. Moi, je les avais exprimées en 2011 dans mon ouvrage La démondialisation. Cette idée d'un protectionnisme à la fois social et écologique. Et évidemment, on voit bien que la taxe carbone est un mécanisme protectionniste. Il faut le dire en tant que tel. Après, évidemment, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on l'applique. On voit bien qu'il y a aujourd'hui de fortes pressions au niveau de l'Union européenne pour l'appliquer au niveau le plus bas possible, parce que, en particulier... Le plus bas, c'est-à-dire pratiquement 2 ou 3% ouais, à un niveau où elle ne sera pas efficace. Et on voit bien qu'il y a des pays, l'Allemagne pour ne pas la citer, qui d'une certaine manière refusent cette taxe carbone pour une raison très simple. L'Allemagne aujourd'hui a fait d'une certaine manière le pari des énergies renouvelables, mais pour pouvoir développer ces énergies renouvelables, elle doit importer massivement des panneaux solaires de Chine, et le contenu carbone de ces panneaux solaires était bien plus important que le contenu carbone des panneaux solaires qui étaient fabriqués autrefois, il y a 10 ou 15 ans, en France et en Allemagne. Donc l'Allemagne a sacrifié sa filière des panneaux solaires pour pouvoir développer plus rapidement l'énergie solaire, mais il n'est pas du tout sûr que, d'un point de vue écologique, on s'y retrouve au compte. Oui, bon, c'est ça. Mais comment on peut être protectionniste, sachant que le libre-échange, pendant des années, a apporté ce que disent beaucoup, c'est-à-dire une paix, une stabilité et une prospérité générale, quoi. C'est-à-dire que ça a permis aussi à tout un chacun de pouvoir acheter des choses qui pourraient être inaccessibles, quoi, si elles étaient produites dans son propre pays à beaucoup plus cher. Bon, le libre-échange n'a jamais apporté la paix. Ouais. Ceci est un mensonge absolument c'est dit flagrant. par beaucoup. Hein. Non, mais c'est un mensonge flagrant, si vous voulez. Il est tout à fait évident que la paix ou la guerre n'ont rien à voir avec la question du protectionnisme et du libre-échange. Après, c'est très clair. Le libre-échange favorise le consommateur au détriment du producteur. Et ce que l'on voit, et ça c'est très intéressant, c'est que les périodes de croissance au niveau historique, si on met le curseur à partir de 1820-1830, toutes les périodes où la croissance a été extrêmement importante ont été des périodes protectionnistes. A contrario, les périodes de libre-échange ont plutôt été des périodes de faible croissance. Alors, il y a une exception. Oui. Il y a une exception, c'est ce qui se passe à partir du début des années 1990, mais, et c'est un point important, il est très probable qu'on est là en présence d'un artefact statistique. C'est-à-dire qu'il y a tout simplement, à partir du moment où le bloc soviétique se défait, même l'Union soviétique change ses rapports commerciaux, eh bien toute une série de produits sont valorisés au prix du marché. Or, ces produits, ils circulaient déjà avant la fin de l'Union soviétique, sauf qu'ils n'étaient pas valorisés de la même manière. Donc, vous pensez à quel produit vous avez des exemples ? Tout le commerce qu'il y avait, par exemple, au sein du Comecon, au sein le Conseil d'aide économique mutuelle qu'il y avait entre l'Union soviétique et les pays de l'Est, eh bien, on voit très bien qu'un échange, par exemple, de machines ou de pétrole entre la Hongrie et l'Union soviétique, ou entre la Tchécoslovaquie, eh bien, c'était à des prix qui étaient fixés centralement et qui ne correspondaient pas du tout à la valeur réelle. Alors, à partir du moment où on retransforme ce commerce, ça explose. Et donc ça explique très largement la très forte montée du commerce international que l'on connaît de la fin des années 80 aux années 96-97. En 2017, Emmanuel Macron disait que le protectionnisme, c'était la guerre. Aujourd'hui, patron de la Commission, en tout cas président de la Commission européenne, on sent que le vent est en train de tourner. Et qu'il revient sur ses idées de 2017. Oui, tout à fait. C'est évident. Alors d'abord, il a dit une énorme bêtise en 2017. C'est faux. On ne peut pas mentir. D'ailleurs, vous savez, la guerre de 14-18, elle éclate entre deux pays, la France et l'Allemagne, qui sont chacun le premier client de l'autre. En fait, en 1914, la France est le premier client de l'Allemagne est le premier client de la France. Ça n'a pas empêché ces deux pays de se sauter à la gorge. Donc on voit bien, l'idée du doux commerce qui abolirait la guerre est une fantaisie.
Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute une série de dirigeants politiques sont en train de prendre conscience du désastre qu'a provoqué le libre-échange généralisé et sont en train de... Le dumping économique, par exemple ? Oui, il y a le dumping, mais c'est pas simplement le dumping. Même quand ce n'est pas du dumping, si vous voulez, il y a toute une série de produits qui ne sont pas vendus en dessous de leur coût de production. C'est ça la définition en fait du dumping. Et quand vous avez, par exemple, une voiture qui est produite par des salariés qui travaillent pour 600 €, bah, évidemment, elle se trouve être nettement moins chère qu'une voiture qui est produite par des salariés qui sont à 1200 ou 1300 €. Donc le vrai problème, c'est qu'on a des différences entre les niveaux sociaux, entre les niveaux de production, et que d'une certaine manière, il y a aujourd'hui une forme d'égalisation de productivité qui est poussée par les investissements étrangers qui se font dans toute une série de pays. Là, je prenais le cas de la Roumanie ou de la Tchéquie. Hein. Bon, mais qui, évidemment, se font dans des conditions sociales qui ne sont pas les conditions sociales que l'on connaît en France ou en Allemagne. Mais jusqu'où ça pourrait aller le protectionnisme aujourd'hui dans ce monde qui est quand même globalisé, où on échange beaucoup sur l'agriculture, sur les produits en fait industriels, etc. Si on dit aux Français demain, bah écoutez, les voitures Dacia qui sont produites, que ce soit en Roumanie ou au Maroc, c'est fini, beaucoup vont pleurer parce que non, évidemment. On va dire que c'est fini. On va dire elles vont être vendues à des coûts qui correspondront aux contraintes sociales qui existent en Allemagne, en France, etc. Donc on remet des taxes en quelque sorte, quoi. On remet des taxes. Alors, moi, ce que j'avais proposé en 2011, c'était de dire, bon, on remet des taxes, mais l'argent de ces taxes peut être rétrocédé au pays d'origine s'il met en place une politique de rattrapage social qui vise à constituer un cadre social qui soit équivalent au cadre social français, allemand, des Pays-Bas, etc. C'était cette notion, en fait, de protectionnisme altruiste. Je ne suis pas le premier à en avoir parlé, je vous ai dit, c'était Bernard Cassen qui, le premier, avait trouvé cette idée. Moi, je l'avais un petit peu construite économiquement en regardant les chiffres. Et c'est aujourd'hui ce que reprend, c'est grosso modo l'idée que reprend Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce que font aussi beaucoup des grands pays. On pense bien sûr aux États-Unis. Donald Trump, quand il est arrivé en fait au pouvoir, a tout de suite pensé en fait à ça et à un bras de fer avec la Chine. La Chine qui fait... Elle fait du protectionnisme ou pas? Ah oui, en quelque sorte. Tout à fait. Elle fait du protectionnisme. Parce qu'elle vend beaucoup, quoi. Oui, elle vend beaucoup. Et puis elle achète en même temps. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la Chine, d'une certaine manière, utilise les règles de l'OMC, dans laquelle elle est membre de l'OMC pour ses exportations, mais elle trouve toute une série d'arguments. Et d'ailleurs, elle a obtenu un statut spécial. Elle a, d'une certaine manière, un statut dérogatoire au sein de l'OMC qui lui permet de construire des cadres relativement protectionnistes au niveau des importations. Mais il y a une autre chose qui est intéressante. Ce qu'a fait Donald Trump quand il a renégocié en fait le traité de libre-échange au niveau du continent nord-américain avec le Mexique et le Canada. Ça a été d'imposer au Mexique un salaire minimum dans l'automobile qui soit comparable au salaire, à l'équivalent du salaire minimum, bon, même si le concept est un petit peu différent aux États-Unis qu'en France, qu'il y avait aux États-Unis. Et donc là, on voit bien, c'était en fait directement cette idée de dire, ben voilà, si vous voulez qu'on commerce entre nous, mais il faut que vous vous mettiez à peu de choses près à égalité au niveau social. Il n'est pas question, par exemple, que vous surexploitiez vos travailleurs, parce que qu'est-ce que ça va entraîner? Ben, ça va entraîner une course au moins-disant, moins coûtant, et qui va nécessairement pénaliser nos travailleurs. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Jacques Sapir, autour de ce protectionnisme qui revient en force depuis quelques années, et là aussi au cœur de la présidentielle, et on vous apportera la contradiction, hein, Cécile. Absolument, la contradiction, déjà la vôtre, hein, 0826 300 300, parce que c'est important, et notre... Ou alors vous approuvez. Hein. Oui, ou alors vous approuvez, absolument. Et notre prochaine invitée sera Fergan Aziari, qui sera avec nous, consultant en politique publique et délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Restez là, il est 9h42, c'est le Grand Matin Sud Radio et c'est jusqu'à 10h. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Et c'est la suite de notre débat ce matin. Réindustrialisation, climat, le protectionnisme va-t-il prendre sa revanche sur la mondialisation? Nous sommes toujours avec Jacques Sapir, un économiste spécialiste de la Russie, des questions monétaires et auteur de ce livre de la collection Que siège protectionnisme. Et ce matin, nous accueillons donc Fergan Aziari. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultant en politique publique, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et auteur du livre Les écologistes contre la modernité aux éditions La Presse de la Cité. Oui, Fergan Aziari, Jacques Sapir disait tout à l'heure que avec la crise du Covid, finalement, eh bien, il y avait une accentuation des idées en fait de protectionnisme. Il n'est pas le seul à le dire, hein, puisque l'économiste en chef de la Banque centrale l'a reconnu aussi. La Covid-19 est le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, avec ce constat ? C'est vrai, effectivement, que pendant cette crise, on a entendu toutes sortes d'idées protectionnistes avec une contradiction quand même assez flagrante avec la réalité. C'est-à-dire que cette crise, elle a conduit quand même à un effondrement du commerce mondial, il faut le rappeler. Et cet effondrement du commerce mondial s'est couplé à une explosion de l'extrême pauvreté à peu près partout dans le monde, y compris dans les pays en voie de développement et émergents. Donc là où on aurait dû, si vous voulez, en déduire le fait que l'effondrement du commerce mondial n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'humanité, certains en ont déduit assez étrangement que c'était au contraire une belle occasion d'en finir avec une mondialisation qui, je le rappelle, a quand même conduit ces dernières décennies à une réduction assez spectaculaire de la pauvreté, de la mortalité infantile, à une augmentation de l'espérance de vie. Enfin, ce bilan-là que les protectionnistes occultent toujours, il faut quand même le rappeler. Alors oui, qu'il y ait une résurgence des idées protectionnistes, ça c'est en effet indéniable, mais c'est aussi regrettable. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Jacques Sapir, à ce que disait Fergan Aziari? Il dit, ça permet, et c'est vrai, la mondialisation, globalement, a permis de faire reculer la pauvreté, d'apporter en fait des richesses un peu partout, à travers les échanges commerciaux, quoi. Alors, le bilan de la mondialisation est extrêmement contrasté en fonction des pays. Il y a un pays qui a profité effectivement de la mondialisation, globalement, c'est la Chine. C'est la Chine où on voit que l'ensemble des indicateurs sociaux s'améliorent sur 30 ans de manière extrêmement importante. C'est beaucoup moins vrai quand on regarde l'Afrique. Et d'ailleurs, des collègues avaient justement modélisé qu'est-ce que pourrait être le résultat des accords au sein de l'OMC, au niveau international, et ils avaient montré que si on retirait la Chine de ces accords, il n'y avait aucun gain pour les pays en voie de développement. Autrement dit, la Chine, qui était classée à l'époque comme pays en voie de développement, ce qui est très discutable par ailleurs, mais voilà, c'était la classification, elle faisait grosso modo 99% des gains de ces pays. Alors, ça veut donc dire que oui, la situation en Chine s'est améliorée, je pense parce que la Chine ne joue pas le jeu en fait, de la mondialisation, où elle joue un jeu, où elle utilise la mondialisation à ses profits et elle la bloque quand ça pose un problème, mais que les pays, en particulier les pays d'Afrique, qui sont obligés, eux, de jouer le jeu, parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire pour s'y opposer, eh bien, ont vu très souvent leur situation se détériorer, et on le voit en particulier dans la situation des travailleurs en Afrique centrale, où là, il y a, depuis plusieurs années, une dégradation qui est extrêmement importante. Donc, il faut faire très attention quand on parle du bilan de la mondialisation. Et je voudrais dire une autre chose, c'est que la baisse du commerce international en pourcentage du PIB mondial, c'est toujours comme ça qu'il faut calculer, elle ne date pas de la crise de la Covid. Bien sûr, la crise de la Covid a accéléré le mouvement, c'est indéniable. Mais elle date d'avant. En fait, c'est un mouvement qui commence à partir de 2010-2012 et qui continue de s'accélérer jusqu'en 2018-2019. Après, on a la crise de la Covid qui va modifier nettement les statistiques. Oui. Fergan Aziari, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec alors ce constat de certains que finalement, il faut réindustrialiser, qu'il faut développer l'écologie et donc se soucier en fait du climat, et que dans ces conditions, le protectionnisme peut être un instrument face à la mondialisation et enfin pour en tout cas aller dans ce sens d'une réindustrialisation et d'une amélioration de la planète? Qu'il faille réindustrialiser et verdir l'économie mondiale, ça on est tous d'accord. Maintenant, effectivement, moi je n'adhère pas à cette distinction fallacieuse, cette opposition fallacieuse qu'on fait aujourd'hui entre réindustrialisation et protectionnisme. Je rappelle simplement qu'en Europe, sans aller très très loin, vous avez des pays qui sont très ouverts sur la mondialisation, sur le monde. Je prends l'exemple de nos voisins suisses, qu'on ne cite jamais, qui constituent pourtant les premiers de la classe en Europe. La Suisse, c'est quoi? C'est un petit pays qui est membre de l'OMC, membre de l'espace économique européen, qui a signé un traité de libre-échange avec la Chine, ce qui déplairait à M. Sapir,
Empire. Et pourtant, c'est un pays qui a 3 fois plus d'industrie que nous. Ce n'est pas le pays de banquier qu'on aime imaginer. Le mot chômage là-bas n'existe pas. Il y a 25% d'étrangers qui sont en Suisse et pourtant le chômage est doué. C'est un pays qui coche toutes les cases que les protectionnistes seraient susceptibles de détester. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de lien automatique entre ouverture du commerce et désindustrialisation. Ça, c'est un point de vue très franco-centré finalement de la mondialisation, parce que on ne veut pas admettre que nos problèmes sont dus à des insuffisances finalement assez locales. Nous sommes un pays avec une fiscalité écrasante, une réglementation écrasante qui décourage les entreprises et qui décourage l'attractivité du pays. Et ensuite, on se demande pourquoi effectivement tout le monde fuit notre pays quand d'autres pays, encore une fois, qui ne sont pas très loin, puisque la Suisse, c'est vraiment 500 km de Paris, si vous prenez votre voiture, est un pays qui est tout aussi ouvert que nous sur la mondialisation et qui est plus industrialisé. Oui. Et coïncidence, c'est aussi l'un des pays les plus libéraux d'Europe. Bon, est-ce qu'on peut faire ce parallèle, cette comparaison d'un mot quand même, avant de poursuivre, Jacques Sapir, avec la Suisse? Ça me fait tout simplement rire. Attendez, vous allez reprendre, oui, Jacques Sapir, sur la Suisse. La Suisse est un tout petit pays, on voit très bien que son cas n'est pas comparable et n'est même pas extensible à l'ensemble des pays européens. Par ailleurs, on dit très vite que la Suisse est un pays très libéral, mais il faut savoir que la quasi-totalité, enfin pratiquement 90% de la recherche-développement en Suisse est financée par l'État fédéral. Donc ça veut dire qu'il y a un poids de l'État qui est considérable en Suisse. Les Suisses sont très forts pour masquer cela. Quand vous discutez en particulier avec les dirigeants de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, de l'EPFL, qui est au cœur en fait d'un espèce de district industriel extrêmement important, ils reconnaissent eux-mêmes que sans l'aide de l'État, jamais ce district industriel n'aurait vu le jour. Oui. Fergan Azeri, pardon, je vous ai interrompu, vous vouliez poursuivre. Oui, donc je disais, donc l'exemple de la Suisse est assez intéressant dans la mesure où c'est un pays où la part des importations est supérieure à celle de la France dans l'économie nationale, ce qui ne veut pas dire que la Suisse n'a pas connu des désindustrialisations. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le secteur du textile, il a morflé, si je puis parler ainsi. C'est-à-dire que vous avez effectivement des emplois qui ont été détruits par la mondialisation. Mais ça ne veut pas dire, voyez-vous, que le chômage a explosé. Simplement, ils sont parvenus à se spécialiser sur des industries à très haute valeur ajoutée, la chimie, les machines, autant de choses que nous ne sommes pas parvenus, nous, à faire en France, parce qu'effectivement, nous bénéficions d'un environnement fiscal et réglementaire qui n'est pas assez compétitif et attractif. Oui, je pense que plutôt que d'accuser le METEC d'être à l'origine de tous nos maux, il serait plus intelligent de remettre en cause. Il faut le dire aussi avec un discours ambiant il y a une vingtaine d'années où on disait plus d'industrie, plus d'usines en France, on ne vivra que sur les services. Ça s'est éclamé haut et fort par un certain nombre de défenseurs de l'économie et même de gouvernants, Jacques Sapir. Tout à fait. C'est vrai. Et ça a été une erreur tragique. Ça a été une erreur tragique. Alors, il est très amusant d'entendre François Bayrou qui, le 6 janvier au Sénat, disait « Oui, nous avons tous commis une erreur dramatique ». Le problème, c'est que cette erreur, elle était déjà perceptible quand il en parlait. Et on pouvait déjà dire « Non, aucun pays ne peut vivre uniquement sur les services, sauf des tout petits pays, comme par exemple le Luxembourg, et encore. Est-ce qu'on peut faire du protectionnisme et tout en continuant quand même du libre-échange peut-être un petit peu variable. Non. Ce qu'il faut dire, c'est que le protectionnisme n'interrompt jamais les échanges. Là, il y a une espèce de confusion intellectuelle qui se fait entre le protectionnisme et l'autarcie. Le protectionnisme, ce n'est pas l'autarcie. Ça veut dire simplement qu'on va protéger un certain type de marché le temps que puisse se reconstituer des capacités industrielles, quitte après à modérer le protectionnisme, à rouvrir ces marchés. En clair, c'est protéger nos talents. C'est protéger nos talents et pas seulement, parce que on voit très bien que le cas du Japon est extrêmement intéressant. Le Japon a en fait appliqué une politique qui était très protectionniste avant justement de connaître la fameuse décennie perdue. Et on voit que le Japon, il a fait deux choses. Il a évidemment protégé ses industries naissantes. Il a protégé le développement de l'industrie électronique parce que la concurrence de l'industrie électronique américaine dans les années 60 et dans les années 70 était féroce. Donc là, il a protégé. Mais il a aussi protégé les marchés de ces entreprises déclinantes pour que le déclin puisse être d'une certaine manière organisé. Non pas, si vous voulez, le Japon a aujourd'hui beaucoup moins de construction navale qu'il en avait en 1960. En fait, la construction navale, elle a migré du Japon vers la Corée. Bon, mais il l'a fait de manière ordonnée, justement
parce que ce secteur était un secteur protégé. Donc en fait, on voit bien que le protectionnisme, il sert dans deux cas de figure extrêmement importants. Le cas des industries naissantes ou qui sont stratégiques et qu'il faut absolument développer, et le cas des industries déclinantes dont il s'agit en fait d'organiser la contraction et de le faire dans des conditions qui sont les moins dommageables pour la population. Fergan Nazeri, en 30 secondes aussi, c'est compatible, donc protectionnisme et libre-échange? Je ne crois pas. Je pense, vous savez, le libre-échange est fondé sur un raisonnement très simple que chacun comprend. C'est-à-dire que les êtres humains ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Ils ont besoin de vivre en société pour bénéficier du commerce, de la division du travail, de la spécialisation. Le raisonnement libre-échangiste, il est très simple. Il consiste simplement à constater, si vous voulez, que plus on est nombreux, plus on peut se spécialiser, donc mieux c'est pour la prospérité collective. Autrement dit, si vous êtes tout seul, vous allez subvenir à vos besoins plus difficilement que si vous êtes 65 millions de Français, et 65 millions de Français allez subvenir à vos besoins plus difficilement que si vous êtes 500 millions d'Européens, et ainsi de suite. Et on peut raisonner comme ça de manière infinie. C'est en ce sens que le protectionnisme, à mon avis, est une idéologie incohérente, et si les protectionnistes sont cohérents avec eux-mêmes, qui créent des barrières commerciales entre régions, entre départements, ce qu'ils ne le font pas parce qu'ils savent évidemment que ce serait stupide. Bon, merci Fergan Nazeri. On avait du mal, en fait, la liaison là sur votre dernière déclaration. Mais bon, la conclusion, c'est que le protectionnisme, incontestablement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même, en fait, il y a débat et il y a sans doute bonjour devant lui, même si évidemment il y aura toujours du libre-échange, comme vous l'avez dit. Merci, c'était un bon débat, une question qui doit être abordée évidemment pendant la présidentielle. Merci de nous avoir